Conseil national de transition présente La France libre. Les lundis, mercredis et vendredis, 20h30, 21h30. La France libre. La Constitution et la République n'existent plus. Le Conseil national de transition est la seule autorité publique, légale et légitime représentant la souveraineté nationale du peuple français, en droit français et international. C'est une organisation déclarée à l'ONU. On rappelle, toutes les mesures Covid, y compris les inoculations soi-disant vaccinales, sont des expériences médicales ou scientifiques interdites par le droit international. Il s'agit de crimes contre l'humanité. Toute personne qui vous impose le masque ou vous menace de PV ou de vous licencier pour non-respect d'une mesure Covid commet un crime contre l'humanité. Pour connaître vos droits et les faire valoir, informez-vous. www.conseilnational.fr. Rejoignez gratuitement le CNT sur www.conseilnational.fr. Les droits de l'homme, la paix et la liberté sont nos motivations premières. Bienvenue dans la France libre, nous sommes le Conseil national de transition. Bonsoir Philippe, bonsoir Bruno. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir à tous, bonsoir Philippe, bonsoir Sylvain. Et puis, je commence tout de suite par une nouvelle extrêmement importante. C'est bon anniversaire Sylvain. Merci. Je vais continuer en parlant encore de notre surveillant en chef, Jupiter Ier, qui a fait savoir qu'il ne se faisait pas vacciner pour l'instant. Disons qu'il cherche toutes les excuses, plus ou moins valables, pour ne pas le faire. Donc, c'est très significatif de voir ça. Et pendant ce temps-là, il y a 200 hôpitaux qui sont en grève et personne n'en parle dans les médias officiels. C'est marrant, hein, ça aussi, c'est très curieux, comme l'information circule d'une certaine façon, mais pas d'une autre. Voilà. Et puis, je vais aussi vous rappeler que nous avons donc sur notre site conseilnational.fr tous les outils nécessaires pour que vous puissiez vous défendre contre les lois liberticides, passe sanitaire, vaccination obligatoire et autres. Je m'adresse particulièrement aux soignants. Donc, nous avons la mise en demeure, la lettre de mise en demeure universelle qui est utilisable à tous les niveaux, que ce soit au niveau des écoles, que ce soit au niveau des soignants, que ce soit au niveau donc des hôpitaux ou pour des employeurs qui auraient l'intention d'empêcher leurs employés de venir travailler parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Donc, surtout, allez sur conseilnational.fr et vous aurez tous les outils que nous avons mis en place avec nos avocats pour vous permettre de contester toutes ces lois qui ne respectent ni la Constitution, ni la Déclaration des droits de l'homme. Voilà ce que je voulais dire pour commencer. À toi, Philippe. Merci. Oui, merci beaucoup. Oui, mais je peux même prolonger ce que tu dis là, puisque ces directives, ces lois n'ont pas de décret. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas officielles. C'est-à-dire qu'elles n'existent pas, tout simplement. Et tant qu'elles n'existent pas, évidemment, elles ne sont pas applicables. Donc, l'employeur ou le responsable d'établissement qui mettrait en avant le fait que la vaccination est obligatoire se tromperait. Déjà sur le fait que la loi n'est pas parue. Alors, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas parue? C'est la bonne question. Est-ce que par hasard, ceux qui nous parlent toute la journée dans le poste, et qui sont nos surveillants-chefs, bien entendu, gouvernent au travers de la télé, disent ce qu'ils vont faire, disent ce qu'il faut faire, mais finalement, lorsqu'il s'agit de signer des documents et de faire des arrêtés, des lois qui soient confirmées par des décrets, et des arrêtés aussi d'ailleurs, eh bien, il n'y a plus personne. Excusez-moi l'expression, mais on n'a plus de signature. Alors, on peut avoir des beaux textes écrits noir sur blanc avec l'encadré de l'Élysée, etc., mais il n'y a pas de signature. Donc, c'est pas signé, c'est pas bon.
Et pourquoi c'est pas signé? Je vous laisse imaginer les raisons pour lesquelles ces personnes n'assument pas la responsabilité de la signature dans ce type de démarche, mais préfèrent laisser la responsabilité à celles et ceux qui vont se croire autorisés, elles-mêmes ou eux-mêmes, à faire une obligation vaccinale auprès de leurs collaborateurs, de leurs patients ou encore voilà, de leurs élèves, tout simplement, ou des parents d'élèves, et qui vont se croire autorisés, alors qu'ils ne le sont pas du tout, de même de par la loi de nos surveillants-chefs, puisqu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de décret, et qui ne le sont pas non plus, malheureusement, dans le cadre pas de la Cour pénale, mais comment dirais-je, du Code civil, qui dit des choses tout à fait intéressantes sur ces sujets-là, au sein de la fameuse lettre dont vient de vous parler Bruno à l'instant, qui est donc notre œuvre à nous. Voilà ce que je voulais compléter, et puis dire aussi peut-être que dans le cadre de l'actualité, alors je vais revenir sur une actualité qui est un petit peu ancienne, mais qui est passée un peu vite, sur un monsieur canadien, donc ça se passe au Canada, et qui a été, comme beaucoup de gens malheureusement, attrapé par la police parce qu'il refusait les mesures sanitaires, il refusait notamment le masque, et il a pris, je crois, $1 200 d'amende. Et il a pris son amende et est allé au tribunal pour la contester. Et il a contesté comment? En disant, écoutez, j'aimerais bien déjà que vous me démontriez l'existence de la Covid-19. Alors là, il y a eu des recherches dans tous les sens. Eh bien, ce monsieur, il est ressorti blanchi de ses mésaventures. Il n'a pas payé d'amende et tout était bien, dans le meilleur des mondes. Donc, ils n'ont pas réussi à prouver l'existence de la Covid-19. Ça, c'était le petit point de rappel, parce que ce qui est vrai au Canada est vrai dans le reste du monde, bien évidemment, hein, pour cette Covid-19. Et puis, je voulais aussi signaler rapidement une affichette que j'ai vue, qui m'a été envoyée, peu importe par qui dit en substance, cette affichette est collée sur la porte d'un médecin français dans la ville de Saint-Étienne, on peut le dire, et qui dit la chose suivante à ses patients, bien évidemment, qui dit qu'il ferme le cabinet parce qu'on veut le vacciner et qu'il n'envisage pas de continuer la médecine dans ces conditions et qu'il annule par conséquent tous ses rendez-vous. Voilà. Terminé. Alors, nous savons aujourd'hui que les médecins en blouse blanche sont sur la place de Paris. J'imagine qu'ils y font moult bruit, même si c'est pas dans leurs habitudes, c'est pas dans leurs mœurs, mais quand il faut y aller, il faut y aller. Je réitère l'idée que nous leur offrons un espace de dialogue entre eux, s'ils le souhaitent, ou de eux vers les patients, c'est-à-dire ceux que nous sommes, qui ne sont pas médecins, qui sont susceptibles à un moment ou à un autre d'avoir besoin d'un médecin. Ils peuvent tout à fait s'identifier auprès de nous, auprès du CNT, par contact@cnt.tv et dire ce qu'ils ont sur le cœur et ce qu'ils aimeraient bien voir et ce qu'ils ne voient pas. Voilà. Un point très important aussi, Philippe, qui nous a été donné ce matin par une membre du CNT, Lydie, qui habite sur Belle-Île, où il y a 5000 habitants. Eh bien, d'après les informations qu'elle a, il y a déjà 58 décès dus aux suites du vaccin. C'est assez incroyable. Il faut faire quelque chose, et donc c'est là que le CNT en vend tout à l'heure. Oui, on a envie de pousser le même cri que Caton, qui disait cusque tandem en latin, hein, excusez-moi, mais ça voulait dire jusqu'à quand, enfin, quoi. Jusqu'à combien de temps est-ce que tout ça va-t-il durer? C'est insupportable d'entendre des choses comme ça. Voilà. Bon, on va passer au cœur du sujet. L'actualité en images, si vous voulez bien. Donc, c'est une allocution du surveillant-chef de la République que l'on va regarder immédiatement ensemble. J'ai entendu aussi, lorsque il était dit chez nos policiers, nos gendarmes, que pour beaucoup de choses, bien souvent, il manquait de bras dans des situations d'urgence où l'engagement pourrait être peut-être mieux sollicité. C'est pourquoi, pour vous épauler dans vos missions, une réserve opérationnelle de la police sera créée, dotée de 30 000 réservistes. Quant à la réserve de la gendarmerie nationale, qui elle existe déjà, elle accueillera 20 000 personnes supplémentaires. Création d'une réserve, donc, pour notre police, doublement dans le cadre de la LOPSI, de la réserve pour la gendarmerie. L'hôpital n'a pas besoin de lits, mais la police a besoin de bras. Ah oui, et quand un pays a besoin d'agrandir et se vante d'agrandir ses forces armées et policières, c'est que, comme on dit dans le sud-ouest, le cochon est dans le maïs. C'est-à-dire qu'il y a vraiment péril dans la demeure, quoi. Hein. Et donc, voilà, c'est ce que nous dit M. Macron. Hein. On a bien entendu vos manifestations. On sait bien que vous n'êtes pas 120 000, mais plutôt près de 3,5 millions tous les week-ends. Donc, on renforce la police.
C'est aussi simple que ça. Donc, il n'est pas dans une logique de négociation, il n'est pas dans une logique d'essayer de comprendre quelle est l'origine des récriminations. Voilà, même s'il la connaît mieux que tout le monde, mais le plan continue. Dans sa tête, il n'y a pas de doute. Donc voilà, donc ça nous conforte, nous, dans l'idée qu'il va falloir qu'on fasse sans ces messieurs. Et en plus, Philippe, le niveau de compétence, d'intelligence je dirais, de qualité de nos policiers va continuer à baisser. Parce que déjà actuellement, il suffit d'avoir 8 ou 9 sur 20 de moyenne au concours pour être admis dans la police, parce que plus personne ne veut s'inscrire. Étant donné tout ce qui s'est passé et le niveau de fonctionnement actuel de la police et donc de l'image qu'elle donne à cause, en fait, non pas des policiers, mais à cause des manœuvres du système, en fait, eh bien, le niveau général des policiers a beaucoup baissé. Alors, si en plus, on fait intervenir des réservistes qui n'ont pas suivi les cours normaux de chaque policier, on va baisser encore le niveau. Et on va se retrouver avec des gens en face de nous qui ne connaissent pas les lois et qui vont faire n'importe quoi. Voilà. Donc, c'est encore plus grave. Et ça peut être encore plus grave, je vais noircir le tableau, si au lieu de réservistes, on fait venir de l'Eurogen Force, c'est-à-dire une force européenne qui ne parle pas français, alors composée de gens plus ou moins intelligents, là, je n'ai pas de jugement à porter là-dessus, par contre, qui seront robotisés et qui, quand on leur donnera un ordre, ils l'exécuteront de sang-froid, quoi. Voilà. Et ça fait froid dans le dos. On parle d'intelligence, hein, mais on ne sait pas dans le sens négatif, c'est-à-dire on fait de l'intelligence par rapport à l'enseignement qu'ils auront reçu. Il peut y avoir des policiers qui sont très intelligents, mais qui n'ont pas été formés pour la mission, hein. C'est le problème. Absolument. Et là, on va droit dans le mur. Très bien, nous allons pouvoir attaquer notre sujet de ce mercredi 15 septembre. Le mercredi soir à 20h30, le Conseil national de transition présente La France libre. Des discussions, des rubriques, de l'information. Ces mesures liberticides qui retournent la France et les Français. Notre pays est sans dessus-dessous et nos compatriotes, vaccinés ou réfractaires, en ont assez de cette pression qu'on leur met sur la tête depuis trop longtemps et qui appuie toutes ces mesures liberticides. Pour combattre la terrible épidémie de Covid-19 que nous traversons, d'importantes mesures sont nécessaires afin que tous soyons protégés. Prétendant y répondre de la manière la plus énergique possible, le gouvernement a instauré l'état d'urgence sanitaire. Si certaines mesures peuvent sembler inspirées par le bon sens, les autres sont tout bonnement liberticides, permettant sous couvert de lutte contre l'épidémie un tour de vis liberticide et réactionnaire dont nous craignons la pérennisation. Restrictions majeures au droit de circuler, atteintes majeures au droit du travail, interdiction de rassemblement et de manifestation, fermeture des établissements accueillant du public, fermeture des frontières, en prison, aggravation des conditions de détention, fonctionnement d'exception de la justice et violation des droits de la défense. Une justice pénale rendue à l'abri des regards de manière expéditive. Overdose d'autoritarisme, adoption hâtive de lois, politique absurde. Avec le pass sanitaire, un cran de plus a été atteint dans le contrôle des corps et des esprits. Au pays des libertés, la vaccination obligatoire. Le gouvernement continue sa grande marche en faisant entrer certaines mesures émises dans le cadre de l'état d'urgence dans le droit commun, normalisant ainsi les pouvoirs exceptionnels octroyés à l'exécutif. Il y a donc urgence à sonner le glas des mesures liberticides. Comment se libérer des mesures liberticides? Le sujet dont nous allons débattre. Comment se libérer des mesures liberticides? Alors effectivement, il faut envoyer le sujet. D'abord, il faut plus que se libérer, à mon avis, il faut s'en débarrasser. Les mesures liberticides, elles sont déjà à l'origine liées à la vérité ou à l'erreur, ou au mensonge, tout simplement. Erreur et mensonge qui sont mis dans un premier temps dans le même sac. Vérité, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous ment tellement que, bien sûr, c'est un des arguments, c'est un des moyens les plus efficaces pour maintenir une tyrannie et maintenir surtout la possibilité de faire des mesures liberticides. En effet, est-ce que les Français auraient accepté de porter un masque si on leur avait dit que c'est facultatif, que en face on a un Covid-19 qui est une petite grippette de rien? Si vous voulez être tranquille, mettez le masque, ça vous fera plaisir, mais bon, c'est pas obligatoire, quoi. Ça, c'est ce qu'on a vécu avec la vaccination dans les dernières décennies. Ça aurait pu être ça, mais c'est pas ça. C'est obligation du masque. Obligation pour des raisons techniques. Ah bon, mais quelles raisons techniques? Ben oui, pour des raisons biologiques. La biologie et les médecins, allez, on va les appeler les médecins de Molière, qui paraissent dans les mainstream, à la télé. Quand je dis les médecins de Molière, chacun reconnaîtra ce qu'il veut reconnaître. Ces gens-là nous disent avec doctement
des doxas qui sont incontournables et qu'il faut absolument respecter, alors que 15 jours avant, on n'était pas au courant, hein, vraiment. Hein. Donc ça, c'est effectivement des mesures liberticides qui sont inoculées, oui, de façon subreptice peut-être, mais aussi qui sont assénées. Là, du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec de 0 masque à tout le monde avec un masque. Parce qu'on avait fait de la science. Ah bon, on avait fait de la science. Mais quelle science? Est-ce qu'on a osé à un moment dire, dans l'état actuel de la connaissance, de nos connaissances de la science, est-ce qu'on a osé dire ça? Non, personne n'a osé dire ça. C'était véritablement ce qu'il fallait au moment où il le fallait, et c'était dit par nos médecins de Molière dans le poste. Et là, une fois qu'ils ont parlé dans le poste, tout est dit, quoi. Il n'y a plus qu'à tirer le rideau. Voilà ce qu'on nous propose aujourd'hui comme alternative à la discussion. La discussion scientifique, la discussion politique, la discussion économique, j'en passe à des meilleurs. Donc, les mesures liberticides, ce sont celles qui nous emmènent vers une absence de discussion, une absence de compréhension, du mensonge, de la restriction de circulation. Enfin, voilà, quoi. C'est véritablement un entonnoir dans lequel on nous met et dans lequel on est en train tous, les uns les autres, de glisser. Si on y prend garde, on va passer par le petit trou de l'entonnoir et on va être mis à la moulinette, quoi. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Alors, comment faire pour mettre fin à toutes ces mesures liberticides? Ben, je vais renvoyer la balle à notre ami Bruno, qui a des idées sur la question. Merci beaucoup, Philippe. Ben, je vais de mon côté commencer par vous donner quelques exemples de mesures liberticides qui datent de même bien avant cette fameuse pandémie de Covid, parce que c'est un programme qu'on fait subir à la population française depuis déjà bien longtemps. Je vais prendre l'exemple, par exemple, de la Poste. Vous savez qu'à la Poste, jusqu'à il y a 2 ou 3 ans, on pouvait envoyer des mandats. On pouvait envoyer des mandats cash, des mandats aussi pour verser sur un compte, etc. Et moi, je me souviens d'une date du mois de mars, il y a à peu près 1 an et demi, où j'ai piqué une colère dans un bureau de poste parce qu'on m'a appris qu'on ne pouvait même plus verser un petit peu d'argent, il s'agissait de 30 €, hein, sur le compte d'une autre personne pour payer une facture d'EDF. On m'a appris aussi qu'on ne pouvait plus faire de mandat et qu'il fallait les remplacer par Western Union, qui coûte 3 fois plus cher. Et quand j'ai parlé avec l'employé, il m'a dit, mon pauvre monsieur, ce sont des lois qui nous ont été imposées petit à petit, et ça vient d'un certain ministre des Finances d'il y a 3 ans qui s'appelait Emmanuel Macron. Autre chose, le prix de l'essence. Vous pouvez voir que les Gilets jaunes ont manifesté pendant 18 mois pour un prix de l'essence qui était trop élevé. Alors, regardez maintenant le prix actuel de l'essence et vous allez vous rendre compte qu'il a encore augmenté de presque 20 centimes par rapport à l'époque des Gilets jaunes. Mesures liberticides, interdiction de circuler. On n'avait même pas besoin d'attendre le Covid. On interdit aux gens de circuler parce qu'ils ne peuvent plus payer l'essence. Mesures liberticides qui empêchent les véhicules anciens d'entrer dans les centres-villes, soi-disant pour des notions écologiques, alors que la France est le pays du monde qui pollue pratiquement le moins grâce aux centrales nucléaires. Donc là aussi, mesures liberticides toujours dirigées vers la population la moins riche, parce que les gens qui ont des vieilles voitures, c'est des gens qui n'ont pas les moyens de s'en acheter une neuve. Donc, si vous regardez un petit peu tout ce qui a été fait dans toutes les lois qui ont été faites depuis des années, si vous regardez aussi ce qui se passe à l'école depuis 30 ans, vous verrez que, comme mesure liberticide, on a un enseignement qui diminue en qualité de plus en plus. Les cours d'histoire diminuent de plus en plus, on parle de moins en moins de points marquants de l'histoire de France, donc les gamins deviennent de plus en plus, je dirais, ignares en ce qui concerne la connaissance de leur pays. Et là aussi, on est dans des mesures liberticides parce que tout ça s'est fait en réalité pour rendre la population, entre guillemets, idiote, afin que les gens qui nous gouvernent gardent le pouvoir pour cette oligarchie qui nous écrase. Donc tout ça, ça dure depuis longtemps, longtemps, longtemps. Et on a atteint le comble avec cette pandémie qui a été mise en place et qui a été créée depuis bien longtemps, parce que si on regarde dans certaines archives, on s'apercevra que ce plan, il était déjà prévu. Et il a même été annoncé à l'avance, il y a très longtemps,
par les deux auteurs des livres célèbres, 1984 et Le meilleur des mondes. Donc, on pensait à l'époque que c'était de la science-fiction. En fait, c'était plutôt un avertissement sur ce qui allait se passer et un programme à suivre pour les gens qui veulent nous contrôler. Et en ce moment, on assiste à une bagarre importante entre toutes ces oligarchies mondiales qui se tapent les unes sur les autres, à commencer par la Chine d'un côté, et de l'autre côté, vous avez la Fed et vous avez les banques qui contrôlent l'économie mondiale. Et en ce moment, ça se bat fortement. Donc tout ça, par-dessus et bien au-dessus du bas peuple que nous sommes, et on est obligé de compter les points et de savoir ce qui va nous arriver, à quelle sauce on va être mangé. Donc, suite à tout ça, qui était déjà bien existant et bien en cours depuis au moins une vingtaine, voire une trentaine d'années, voire plus, eh bien, on a quelqu'un qui s'appelle Éric Fiorile, qui a écrit un livre il y a une quinzaine d'années, qui s'appelle La démosophie, dans lequel il commençait déjà à dénoncer tout ça, et qui a eu l'idée en 2015 de déposer notre organisme qui s'appelle le CNT, le Conseil national de transition, qui est un collectif de citoyens qui veut lutter contre tout ça et redonner la liberté donc au peuple français. Eh bien, ce CNT a été déposé à l'ONU en 2015, non pas parce qu'on a confiance en l'ONU, mais simplement pour déclarer qu'il existe en France un organisme qui veut lutter contre l'oligarchie qui nous gouverne. Et comme pour un brevet, une fois que c'est déposé une fois, on ne peut pas le déposer deux fois. Et donc, on s'est servi du modèle du CNT qui a été créé en Libye pour donner l'autorisation finalement aux forces étrangères de rentrer en Libye et de saccager le pays, hein. Ou comme tu dis souvent, Philippe, d'aller prendre le stock d'or de Kadhafi pour que les États-Unis puissent le mettre dans leur coffre. Ce n'est que la répétition, une fois de plus, de ce qui s'est passé en 1945, quand les Chinois et les Japonais ont raflé tout l'or, ont profité de la guerre pour rafler tout l'or des grandes familles, et que finalement, le général MacArthur, dans l'opération Lys d'or, a récupéré des milliers de tonnes d'or que les Japonais avaient volé aux Chinois, et ça a servi à financer la guerre froide. Donc, c'est pas nouveau tout ça, ça date depuis très très longtemps. Donc, le CNT a été créé en 2015, et il a été déposé à l'ONU, et ce dépôt à l'ONU a été renouvelé en novembre 2020 par une déclaration d'état d'urgence populaire officielle que nous avons fait, et donc avec un autre renouvellement depuis. Donc, si vous voulez, vous avez donc au niveau du CNT, vous avez un organisme qui est déclaré officiellement à l'ONU comme étant le futur gouvernement de la France libre et comme étant un organisme qui veut rétablir la liberté en France. Parce que vous pouvez voir aussi que la France est un des pays actuellement où les mesures Covid liberticides sont les plus sévères. Pourquoi elles sont les plus sévères en France? Parce que les gens qui nous gouvernent ont très bien compris que le peuple français est composé de Gaulois réfractaires et que le peuple français se révolte. Et que quand le peuple français se révolte, le monde entier suit. C'est ce qui s'est passé en 1789. Le seul problème, c'est qu'on ne veut pas, nous, que ça se reproduise de la même façon. C'est-à-dire, on ne veut pas qu'il y ait des massacres, on ne veut pas qu'il y ait des destructions de notre propre patrimoine. Vous regardez en Angleterre, les châteaux n'ont jamais été détruits, hein. Évidemment, il n'y a pas eu d'envahissement du pays depuis plus de 1000 ans, hein. Par contre, en France, des destructions, il y en a eu au moment de la Révolution. Ça a servi à quoi? À appauvrir tout notre patrimoine. Donc, le peuple doit changer son système sans violence. C'est pour ça que nous, au CNT, on se bat pour que toute la population soit informée et que les forces de l'ordre, ce qu'on appellera plutôt les gardiens de la paix, le nom qui aurait toujours dû être en vigueur, eh bien, que les gardiens de la paix puissent effectivement garder la paix, c'est-à-dire faire tomber d'une manière pacifique, par le droit, les gens qui nous gouvernent et qui ne respectent pas les lois principales qui sont au-dessus de tout dans notre pays, c'est-à-dire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Et comme chacun le sait maintenant de plus en plus, parce que de plus en plus on en parle et de plus en plus les gens en prennent conscience, en 2008, la Constitution est morte. Parce qu'en 2008, Sarkozy a fait voter par les députés le traité de Lisbonne, qui n'était ni plus ni moins que la copie de ce qui avait été refusé en 2005 par le peuple français lors du référendum à plus de 54%. Donc en fait, il y a une forfaiture globale au niveau de la Constitution depuis 2008. Ça veut dire que la Constitution française est morte, selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme. Déclaration des droits de l'homme qui fait bien partie du bloc constitutionnel et qui est au même niveau que la Constitution. Donc c'est la Déclaration des droits de l'homme qui est au-dessus de tout, quoi qu'en disent certains. Et ça a été confirmé en 1971 par le Conseil constitutionnel lui-même. Conseil constitutionnel qui, je dirais, a baissé son pantalon il y a quelques temps en acceptant le pass sanitaire qui est contraire à tous les articles de la Déclaration des droits de l'homme. Mais il ne faut pas s'étonner parce que quand on sait qu'il est présidé par une personne qui a été impliquée, mais plus qu'impliquée, même s'il s'est dit responsable mais pas coupable, dans l'affaire du sang contaminé, où on a encore des dizaines de milliers de personnes qui souffrent de maladies catastrophiques et de problèmes de foie et autres, et d'hépatite et de toute une série de maladies, j'en connais un certain nombre autour de moi, suite à ce problème du sang contaminé. Donc, on peut comprendre pourquoi le Conseil constitutionnel n'a pas respecté, en fait, ni la Constitution, ni la Déclaration des droits de l'homme. Alors, au CNT, nous, quels outils on a pour, justement, lutter contre toutes ces lois liberticides? On a des outils d'information que vous pouvez trouver dans conseilnational.fr, sur le site conseilnational.fr. On a des vidéos que vous pouvez trouver sur conseilnational.tv. Et puis, on a des actions sur le terrain où on ne va pas forcément manifester, mais on va dans les manifestations pour essayer d'éveiller la population en disant ça ne sert à rien d'aller demander de faire supprimer le pass sanitaire ou de lutter contre la vaccination, etc. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut faire comprendre à toute la population, par des banderoles, par des slogans, que la Constitution est morte, que la République n'existe plus, que donc toutes ces lois sont totalement illégitimes et illégales, et qu'on est en train d'assister à un crime contre l'humanité. Un crime contre l'humanité et un génocide. Donc il faut absolument que dans les manifestations, les slogans changent et soient beaucoup plus forts par rapport à ça. Et le dernier slogan qu'il faut utiliser, c'est « Appelons les forces de l'ordre à nous libérer ». Allons voir les gendarmeries, allons voir les commissariats en disant « Gendarmes, policiers, libérez-nous ». Parce que si on ne veut pas qu'il y ait une guerre civile, si on ne veut pas qu'il y ait une insurrection violente, la seule façon d'y arriver, c'est que ce soit les forces de l'ordre qui interviennent, mais qui interviennent dans le droit, pour faire respecter le droit et pour faire respecter les lois qui ont été bafouées. Parce que les membres des forces de l'ordre, je m'adresse aussi bien aux gendarmes qu'aux policiers qu'aux militaires, sont eux aussi des citoyens, ils ont eux aussi une famille, ils ont eux aussi des enfants, ils font partie du peuple. Donc, ils savent que dans leur code de déontologie, il n'est pas possible d'obéir à des ordres liberticides. Il n'est pas possible d'obéir à des ordres illégitimes. On ne peut plus faire comme les anciens nazis au moment du procès de Nuremberg, on ne peut plus dire bah oui, mais nous, on a obéi aux ordres. Ça, c'est plus valable maintenant. Ça, c'est plus valable. Donc, forces de l'ordre, gendarmes, policiers et militaires, redevenez des gardiens de la paix et pensez à ce que vous êtes en train de vivre, à ce que vous voyez actuellement, et pensez au fait qu'il faut libérer le peuple. Voilà ce que je voulais dire pour commencer. J'ai peut-être été un petit peu long, alors je te passe la parole, Philippe. Non, pas de souci. Simplement, moi, c'était exactement ça. Juste pour préciser une chose, c'est que tu disais tout à l'heure que le CNT il a été déposé dans le cas dans l'échéance qu'un jour on serait aux affaires. Enfin, je résume, mais c'est ça. Or que s'est-il passé en 2008? Tu l'as très bien dit, c'est que la Constitution
et la Ve République se sont écroulés et qu'on n'a désormais plus affaire que à des usurpateurs puisqu'il n'y a pas eu de réparation de cet écroulement des deux concepts que sont la République et la Constitution. Il n'y a pas eu de réparation, c'est tombé par terre. Et on a continué comme ça, un petit peu comme si on continuait. Tout va bien, hein, on a perdu la moitié du bateau, mais tant qu'on prend pas l'eau, on avance, hein, on est comme ça. Hein. Et c'est exactement ce qui se passe. Et donc, les personnes qui sont amenées à se succéder au gouvernement sont toutes plus illégitimes, d'une part, des usurpateurs de fait, mais surtout, elles ne travaillent plus que pour des intérêts qui sont privés, qui n'ont plus rien à voir avec ceux de la nation et avec ceux des citoyens. Alors, ce que je veux dire, c'est que suite à cet écroulement, de fait, ça n'est pas exagéré de dire que le CNT est virtuellement le gouvernement légitime en France. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas idiot à dire, de dire, puisque désormais, la seule entité juridique reconnue à l'international, c'est le CNT de France. Voilà. Donc, les gendarmes en sont conscients, l'armée en est consciente. Et à un moment donné, il va falloir qu'ils se posent, les corps constitués se posent les bonnes questions. Alors, évidemment, je me mets aussi à leur place, hein, je me mets à la place des cadres, de se dire qu'est-ce que c'est que ce groupe de civils qui a inventé un truc qui a l'air pas mal, mais on ne sait pas bien ce que c'est, ce que ça vaut, est-ce que ça peut marcher, etc. Ne vous posez pas ces questions, messieurs. Ces questions, elles ont déjà été posées de nombreuses fois, on a souvent répondu. Nous sommes dans la légitimité. Nous sommes le gouvernement légal de la France libre. Alors libre, pour le temps qui lui reste encore, mais je ne suis pas certain que cette liberté nous soit prioritairement supprimée par nos surveillants chefs. Au regard de ce que disait tout à l'heure Bruno, il est tout à fait possible qu'il y ait d'autres pays ailleurs sur la planète Terre qui nous aient déjà tracé un destin, à la manière, par exemple, du Parti communiste chinois ou des Chinois qui sont tous le petit doigt sur la couture du pantalon. Quand on leur dit de ne faire qu'un enfant, ils font qu'un enfant. Quand on leur dit qu'ils auront droit peut-être à quelque chose de social à condition qu'ils aient suffisamment de points, réunis suffisamment de points pour être éligibles pour rentrer dans certains avantages sociaux, etc., etc. Donc, est-ce que c'est vers ce monde-là qu'on va vouloir nous emmener, nous, en tant que Français? Et là, je dis qu'il y a un véritable récif, oui, un écueil, quoi. C'est de se dire, nous, quand je dis nous, personne d'un certain âge, qui avons connu les cadres d'une liberté qui était ce qu'elle était, mais qui existait, peut-être que demain, nos enfants, nos petits-enfants n'auront plus du tout les mêmes repères et se contenteront très volontiers de l'oxygène qu'on leur laissera respirer. C'est le pire qui pourrait nous arriver, c'est-à-dire perdre la conscience de ce que c'est que la liberté, tout simplement. Et ça, il faut absolument pas que ça ait lieu. Et effectivement, je suis d'accord avec Bruno, la France est de ce point de vue-là un pays plutôt privilégié parce qu'il y a beaucoup de nations dans lesquelles j'ai pu circuler moi-même où l'autorité allait de soi, l'autorité de l'État allait de soi. La contestation était quelque chose de parfois considéré comme étrange, bizarre. Voilà. Ça, je l'ai vu de mes yeux vus pendant les années qui sont derrière moi. Alors qu'en France, on avait le droit de dire tout, n'importe quoi, et même de dire des bêtises. Alors, c'est pas forcément le dire des bêtises qui m'intéresse le plus, c'est pas forcément de faire de n'importe quoi, mais c'est d'avoir la liberté d'inventer, la liberté de créer, la liberté d'être et la liberté d'agir, évidemment. Comme on a la chance d'habiter un pays extrêmement varié dans plein de domaines, que ce soit géographique, que ce soit ethnique, que ce soit tous les domaines, il y a une grande variété dans ce pays qui est la France. Donc, on a naturellement un creuset de personnes qui se sont rendues libres de toute l'influence européenne et que représentait la puissance, par exemple, des Habsbourg en Europe, dans l'Europe, hein, depuis le XVe siècle jusqu'à plus récemment, jusqu'au XXe d'ailleurs. Et cette puissance-là, on y a résisté, nous, en tant que peuple libre de franc. Franc, n'oublions pas que franc, ça veut dire libre. Donc, c'est quelque chose d'important. Alors, ça nous est venu par le nord de la France. Il n'y a pas d'unité en France. Il y a des régions différentes, avec des cultures différentes, parfois même avec des langues différentes, des traditions, etc., des géographies différentes, et puis une agriculture différente, une façon de vivre. C'est ce qui fait justement plus que le charme, mais l'attrait de ce pays. Et on veut plus tendre vers ça que de tendre vers une sorte d'unité d'un pays 10 fois plus grand que la France, comme la Chine, mais qui marche comme un seul homme, plutôt que d'être dans un plus petit pays où les hommes marchent
comme il le désire individuellement. Voilà ce vers quoi aussi il faut quand même pas hésiter à aller, quoi. Se reposer la question de quelle liberté je veux et quelle est la liberté que je dois conquérir par moi-même, hein. Donc voilà. Aujourd'hui, on avait des libertés, on est en train de les perdre, ça c'est clair. Maintenant, peut-être qu'il y a parmi nous, parmi les gens qui nous écoutent, des gens qui s'en trouvent très bien, hein, qui trouvent que ben, finalement d'avoir moins de liberté, ben, je serai moins agressé dans la rue, il y aura plus de policiers, je serai dans un pays plus calme, j'aurai moins à réfléchir, on va s'occuper de réfléchir à ma place, etc., etc. Bon, pourquoi pas, hein, après tout, chacun est libre. Moi, je ne suis pas de cela. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui n'en sont pas non plus. Et c'est à nous de prendre tout simplement notre destin en main. Alors, comment faire pour lutter contre ces mesures liberticides? Ben, il faut commencer par prendre conscience. Prendre conscience de ce que nous étions, ce que nous sommes en train de devenir et quels sont les risques et là où on veut nous emmener. Et quand j'entends, par exemple, M. Macron nous expliquer qu'il va doubler ou tripler les effectifs, effectivement, de l'armée ou de la police, je me dis, je vois très bien là où il veut nous emmener. Il veut nous emmener vers toujours plus de répression. Voilà. Et quand je l'entends dire je me vaccine pas parce que j'ai des anticorps, il veut nous emmener vers il y a ceux qui seront vaccinés et puis ceux qui seront pas vaccinés mais qui auront le droit de ne pas être vaccinés, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire l'élite. Voilà. Donc ça aussi, ça c'est typiquement une action qui nous emmène vers une tyrannie tout simplement. Et puis il y a d'autres choses, d'autres idées, mais on pourra en faire le tour. Voilà, donc on est en train de glisser dans ces directions-là, et c'est à nous, nous peuples, nous gens qui se posons des questions, de se dire comment je fais pour réagir tout seul dans mon coin. Alors tout seul dans mon coin, je fais quoi? Ben, je suis la masse des gens qui tous les samedis descendent dans la rue pour crier des choses comme le pass sanitaire, on n'en veut pas. Mais oui, mais excusez-moi, c'est un petit peu mou du genou, quoi, cette expression-là. C'est pas du pass sanitaire qu'on veut pas, c'est de l'enfer communisant dont je ne veux pas, quoi. C'est être traité comme un numéro, être traité comme on l'était dans les fameux romans qu'a évoqué tout à l'heure Bruno, qui 1984 d'une part, et puis Le Meilleur des mondes, où on voit des gens robotisés, deux catégories de personnes, les alphas, les bêtas, les machins, et puis on devient des machines, on devient des transhumains. C'est un terme qui n'était même pas employé dans ces romans, mais qui aujourd'hui sont employés. On nous promet une transhumanisation. Bah, au travers de quoi? Bah, au travers des modifications génétiques. Mais comment peut-on faire une modification génétique? Bah, c'est très simple. Il suffit de mettre une aiguille dans le bras avec ce qui va bien dans l'aiguille, et vous êtes génétiquement modifié. Ah bon? Mais alors, est-ce que ça pourrait correspondre à ce qu'on nous oblige, l'obligation vaccinale? Est-ce que ça pourrait être en fait un leurre, une ruse, une astuce pour nous coincer, etc.? Bah, je pose la question à ceux qui nous entendent. Voilà, donc la Covid-19, évidemment, est un prétexte médical pour nous resserrer toutes nos libertés. On ne sera pas digne de liberté meilleure que ça si nous ne prenons pas conscience de tout ce qui se passe autour de nous et si nous ne prenons pas acte et si nous ne réagissons pas contre ce que nous aurons compris. On reçoit de plus en plus au sein du CNT des personnes qui nous disent les choses suivantes, qui nous disent moi j'ai cherché beaucoup à comprendre, je comprenais pas, plus je regarde, plus j'écoute, plus je lis, plus je suis perdu, etc., etc. Et puis d'un coup je suis tombé sur vous. Et là je me suis dit c'est là qu'il faut que j'aille pour être informé et pour comprendre ce qui nous arrive tout simplement. Eh ben oui, c'est vrai. C'est ici qu'il faut être pour comprendre ce qui nous arrive. Parce que si vous allez simplement chez un lanceur d'alerte A, B ou C, vous entendrez des thèmes qui leur sont très spécifiques. Par exemple, vous entendrez un thème sur le retour de Trump. Alors voilà, ça va être le retour de Trump. Ou alors vous allez entendre d'autres thèmes sur le fait que la Russie va nous libérer. Ou alors que d'autres thèmes encore. Bon, ils ont tous leur petit fonds de commerce, hein, si je puis m'exprimer ainsi, et je ne le leur reproche pas. Ils ont souvent des compétences en la matière et ils relaient des informations souvent sérieuses. Mais nous, l'avantage que nous avons, c'est que nous avons la grande image. Ça fait déjà très longtemps qu'Éric Fiorile, on l'a cité tout à l'heure, avait pris conscience d'un certain nombre de choses au travers de romans, pas simplement de romans, mais au travers de documents, tout simplement, hein, dont on dit qu'ils avaient été malheureusement ou malencontreusement oubliés sur une photocopieuse, et dont aujourd'hui nous sommes plus fondés à penser qu'ils ont été habilement diffusés pour que l'information passe dans le cadre d'une règle qui oblige ces messieurs à faire passer l'information, mais qu'elle soit la plus discrète possible et réduite, je dirais, non seulement au plus petit nombre possible, mais surtout qu'elle soit
comment dirais-je, qu'elle soit l'objet d'un scepticisme total par rapport à la réalité de ce qui peut être écrit en l'occurrence. Sceptique, c'est-à-dire quand on lit ça, on dit c'est pas possible, c'est trop gros, ça ne pourra jamais faire ça. Et puis quand 20 ans plus tard, on s'aperçoit que ça marche, quand on s'aperçoit que les personnes qui ont fait des prédictions il y a 20 ans et qu'elles se réalisent aujourd'hui, on a deux solutions. Hein. Soit ce sont des mages, il faut vite les faire monter dans un cirque pour qu'ils nous prédisent l'avenir, soit ce sont eux qui ont écrit cet avenir et qui ont les moyens de cet avenir et qui ont fait un plan. Qu'est-ce qu'il y a qui vient s'opposer au terme complotiste que nous sommes, puisqu'on nous taxe de complotistes? Il y a un mot qu'on n'emploie jamais, c'est le mot de comploteur. On a comploté contre nous. Ces gens ont comploté contre nous, et pas hier. Ils ont comploté contre nous avec des plans qui datent depuis, par exemple, la Fed. La création de la Fed est une étape majeure de ce complot contre les populations. Il y en a eu d'autres précédemment, mais c'est monté petit à petit. Donc, ces privations de liberté que nous vivons aujourd'hui de façon accélérée, elles sont le fruit d'un lancement qui s'est passé il y a pratiquement des siècles en arrière. On cite souvent comme butée la date de la Révolution française, mais pourquoi pas? C'est aussi un autre palier important de l'histoire en général. Donc voilà. Donc ces prévisions, elles ont été faites, on les a entendues ou on ne les a pas entendues, on les a lues ou on ne les a pas lues, et quand on les a lues, entendues, est-ce qu'on les a comprises? Et quand on les a comprises, quelle action on a pris pour que ça n'ait pas lieu? Ben, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont pris d'action parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont lu, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont compris, et il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont pris les mesures. Bon, voilà. Donc, nous, on fait partie des héritiers de ceux qui ont eu ce courage, qui ont eu cette initiative, cette capacité à passer du temps, à se renseigner sur qui est quoi, sur qui fait quoi. On a reçu à notre direct il n'y a pas très longtemps un monsieur qui s'appelle Jean Robin. Alors, on n'est pas obligé de partager tout ce qu'il nous dit au sujet en particulier des bienfaits du capitalisme libéral, sur lesquels je mets personnellement toute réserve, mais c'est son dada, c'est pas le mien. Voilà. Mais il a été capable de nous mettre la puce à l'oreille, comme on dit chez moi, hein, c'est-à-dire vraiment de faire en sorte qu'on s'intéresse au cas de la Chine. Parce que jusqu'à maintenant, pour moi, la Chine faisait partie, bien entendu, du paysage. C'est un pays qui représente 20% de la population mondiale. C'est un pays qui représente à peu près autant, sinon plus, en termes de masse monétaire de produit intérieur brut par rapport aux autres pays. D'autant plus qu'un pays comme les États-Unis est clairement en faillite. Il n'y a plus d'argent. Ils ont fini de creuser le trou, quoi. Voilà. Et donc, à un moment donné, les États-Unis se tournent vers les bailleurs de fonds que sont les Chinois, qui ont tout récupéré, en quelque sorte. Et les Chinois vont leur dire, à un moment donné, il y a deux solutions, c'est soit vous faites comme je veux, soit vous restez dans vos ennuis, et petit à petit, les États-Unis d'Amérique vont devenir une sorte d'État croupion, quoi. Il n'y aura plus rien derrière, quoi. Voilà. Voilà où nous en sommes. Donc, cette liberté, il faut d'abord, avant de la réclamer, il faut comprendre pourquoi on en a besoin. Or, moi, quand j'entends dans la rue le pass sanitaire, on n'en veut pas, je suis un peu déçu, parce que ça veut dire qu'on regarde le bout de ses pieds, on ne regarde pas l'horizon quand on dit ça. Et il faut regarder l'horizon. Alors, on ne se prend pas pour De Gaulle, hein, on ne se prend pas pour des visionnaires, mais à un moment donné, si on ne relève pas un peu la tête, eh ben, on ne fait rien. Et que propose le CNT, en l'occurrence, pour se libérer justement de ces mesures liberticides? Eh ben, c'est de penser l'avenir. Alors, on a pensé l'avenir plusieurs fois en groupe, on le pense régulièrement autour de Zoom, autour de réunions, on fait des commissions pour dire voilà comment on aimerait que le monde soit. Et je pense que ça, très sincèrement, c'est beaucoup plus productif que de défiler dans les rues en criant des slogans moyens, quoi. Hein, voilà. Je me permets de le penser. Et cet avenir, si on ne le crée pas, eh bien, personne ne va le créer à notre place. Et ceux qui pensent à notre avenir et qui s'en occupent de très près, ceux-là, ils pensent à un avenir qui, moi, ne me plaît pas du tout. Et quand je vois les Georgia Guidestones, qui sont des pierres taillées qui existent toujours en Géorgie, je le rappelle à toutes les personnes qui ne seraient pas encore au courant, eh bien, ce sont des pierres très hautes, de 7 mètres de haut, sur lesquelles ont été gravées de façon très propre et très lisible, en 7 langues, si mes souvenirs sont bons, eh bien, le projet d'eugénisme, qui consiste à dire, l'avenir de l'humanité, ça va être de faire disparaître l'humanité, de garder suffisamment de personnes pour que, que ça puisse servir pour nos tâches quotidiennes à nous, l'élite, mais pour le reste, on n'a pas besoin de tout ça sur Terre. Non. Et tout ça est décrit dans ces pierres-là. Alors ces pierres, ça n'aurait pas été scandaleux ou ça aurait juste fait l'objet d'une plainte, par exemple. Hein. Mais on est aux États-Unis et chacun a le droit de mettre ce qu'il veut dans son jardin. Et ces pierres sont dans un lieu privé. La caractéristique principale, c'est qu'elles n'ont jamais été bougées. Personne n'est venu, ni un maire, ni un chef responsable de comté, politique, ni quoi que ce soit n'est venu. Et on est dans le sud des États-Unis, ça a un sens. Ça a un sens, c'est-à-dire que la discrimination au sud des États-Unis, ça parle à beaucoup de gens.
La discrimination qui consiste à dire, nous, on est l'élite, vous allez être 500 millions au lieu de 7 milliards, ça parle à plein de gens qui ont vécu la ségrégation raciale dans le sud profond. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que ces pierres n'ont pas été démolies. Mais ça veut dire aussi que, justement, il y a une ségrégation qui est en train de se préparer et qui se prépare depuis longtemps, depuis les années 70 en l'occurrence. Ces pierres datent des années 70, je le rappelle, et elles ont valeur d'avertissement. Elles crient Orbi et Tourbi, comme on dit, c'est-à-dire partout dans le monde. Elles crient le programme d'eugénisme des destructions. Donc, comment faire pour lutter contre ça? Moi, je pense qu'on n'a pas les moyens de lutter physiquement contre un État, notamment M. Macron, s'il décide d'envoyer les LBD, s'il décide d'envoyer les réservistes, s'il décide d'envoyer des armées contre nous. Que pourrons-nous faire? Absolument rien. Donc, nous, on a deux actions à faire. C'est un, créer le monde de demain. Deux, le montrer tout simplement à tout le monde, et en particulier aux forces de l'ordre, pour leur dire, voilà, le programme, il est là. C'est pas de créer la sixième République ou de faire élire celui qui n'a pas eu son tour depuis plusieurs générations et qui attend son tour parce qu'il estime que c'est à lui de… Voilà. Non, on n'a pas envie d'avoir d'allégeance avec ces messieurs de la politique de l'ancien temps, parce que la politique de l'ancien temps en France, elle a fait son temps, c'est le cas de le dire. On dit souvent et on répète que le système de la Ve République, il est arrivé à l'usure. Il a été très bon au début, enfin à mon avis, c'est bon au début, en tout cas pendant les 30 Glorieuses ou à la fin des 30 Glorieuses pour accompagner justement la croissance économique en France et ailleurs, par notamment Charles de Gaulle, dont je ne suis pas un laudateur particulier, mais qui a fait des choses tout de même intéressantes dans le cadre de l'intérêt de la France. Et ça, je pense qu'il était sincèrement porté par l'intérêt de la France, mais qu'il est aujourd'hui. Qu'il est parmi nos politiciens. Il n'y a plus personne ne parle de la France. Par contre, on nous parle de notre confort, on nous parle de notre avenir à nous en tant que citoyens, on nous dit que la France, ça sera peut-être demain différent de ce que c'est aujourd'hui, bon, etc., etc. On nous dit qu'il faut porter des masques, après le lendemain, on nous dit qu'il faut les enlever. C'est un peu Jacadi. Vous savez, ce jeu qu'on jouait quand on était enfant, Jacadi lève une jambe, etc. Ben, on joue à Jacadi, c'est-à-dire qu'on vérifie notre capacité d'obéissance. Voilà, le jeu qu'on joue tous les jours. Et ça c'est un peu lassant, quoi. Voilà. Et ceux qui n'ont pas vu tout ce qui se trame derrière ce que nous sommes en train de vivre, ceux qui ne le voient pas, qui ne s'en rendent pas compte, tout simplement qui se posent des questions, qui ne s'en posent pas, eh bien ceux-là vont se réveiller durement. Et nous, on peut pas, comme on l'a dit souvent, on peut pas les convaincre de quoi que ce soit. On n'a pas à le faire. En revanche, on peut leur dire il y a un havre de paix et d'information qui s'appelle le CNT. Allez-y, vous verrez. Dans le monde dans lequel nous vivons, pourquoi nous sommes en train de perdre nos libertés et vers quoi on va, si on y fait gaffe, si on n'y fait pas attention, quoi. Voilà ce que je voulais dire. Donc, deux choses. Proposer le monde demain, ça, c'est ce qu'on a déjà fait. Vous savez, il suffit de rêver quelque chose pour que ça arrive. C'est pas de l'utopie, c'est pas du rêve, surtout si ce sont des choses relativement terre à terre et qui ne servent qu'à une seule chose, c'est améliorer notre bonheur de vivre sur cette planète en tant qu'humain et nos 7,5 milliards d'humains, sans en renier un seul. Il y a de la place pour tout le monde et il doit y avoir de la place pour tout le monde. Il y a des solutions techniques pour faire vivre tout le monde, ça nous l'avons déjà dit et démontré. Ça, c'est une façon de lutter contre les mesures liberticides en mettant en face de nos gouvernements qui veulent nous faire croire à la fin du monde que non, ça n'est pas la fin du monde, c'est peut-être bien la fin de leur monde, mais pas le nôtre, et que nous, on va construire le nôtre, tout simplement. Voilà comment on fait pour lutter contre les mesures liberticides. Bruno, si tu veux Philippe, merci pour tout ce que tu viens de dire. Moi, je voulais compléter ce que tu viens de dire d'une manière concise et concrète, parce que souvent on entend des gendarmes, des policiers ou des militaires avec qui on parle nous dire « Oui, mais vous êtes qui ?» Beaucoup de gens aussi le disent, beaucoup de gens du peuple, en parlant du CNT, mais vous êtes qui, vous? À part avoir déposé votre organisme à l'ONU, vous êtes qui pour pouvoir prétendre redonner le pouvoir au peuple et prendre le pouvoir en France d'une manière légale? Moi, je répondrais quelque chose de très simple. On est un collectif de personnes qui sont des simples citoyens, mais dans lesquels il y a des gens qui sont extrêmement compétents. On a des savants, on a des médecins, on a des soignants, on a des enseignants, on a des gens de toutes sortes. Et puis, on a des simples citoyens qui n'ont pas de diplôme, mais qui ont des idées. En France, on disait toujours, depuis la crise du pétrole, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Nous, au CNT, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réuni ces idées, on a créé ce qu'on appelle un cerveau collectif. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont au CNT, mais il y a un groupe, un noyau,
de personnes qui ont travaillé pendant 6 mois sur des commissions sur tous les sujets donc, qui concernent la gouvernance du pays, la santé, la finance, l'écologie, la justice, enfin, tout ce qui est actuellement fait par les ministres. Nous, on a travaillé au niveau de commissions citoyennes qui ont élaboré un grand programme très concret. Donc, pour les militaires qui se demandent si nous, on bouge en tant que militaires et qu'on fait tomber cette 5e République et qu'on fait tomber ces usurpateurs qui nous oppriment, qu'est-ce que vous allez mettre à la place ? Parce que les militaires en France ne sont pas formés ni compétents pour gouverner un pays. On n'est plus à l'époque des dictatures d'Amérique du Sud ou autres, ou des républiques bananières. Donc, en fait, moi, je réponds à ceux qui nous disent qui vous êtes. Je réponds, on est un groupe de citoyens indépendants qui avons travaillé pendant des années pour élaborer un vrai programme de gouvernance, non pas simplement en tant que lanceur d'alerte pour dénoncer ce qui se passe, mais on va plus loin, comme disait Philippe, on pense à l'avenir, on pense à créer un nouvel avenir pour le pays où le peuple sera maître de son destin sans avoir besoin d'intermédiaires. Donc, on a un programme complètement élaboré, on a une structure juridique qui est légale. Donc, si on change le système en France, étant donné qu'on est déclaré à l'ONU comme Conseil national de transition, aucune force militaire étrangère ne pourrait venir nous perturber. Contrairement à ce qui s'est passé en 1789 et les raisons pour lesquelles Napoléon a dû batailler à travers toute l'Europe, parce qu'on avait toutes les forces de tous les pays autour de la France qui étaient coalisés contre nous. Donc, pour éviter ça, on a été déposé à l'ONU comme Conseil national de transition, futur gouvernement de la France libre. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous, les militaires, vous allez bouger pour rétablir le droit, eh bien, nous pouvons être là pour mettre en place tout un système de gouvernance qui a été pensé, qui a été réfléchi par des professionnels, par des juristes, et qui est composé de commissions qui remplaceront les ministres, avec au-dessus une Cour suprême du peuple souverain qui sera là pour vérifier, comme je dirais, le fait actuellement le Conseil constitutionnel, encore que, entre parenthèses, ce que fait le Conseil constitutionnel actuellement n'est pas du tout ce qu'il devrait faire. Mais on aura une Cour suprême du peuple souverain composée de simples citoyens qui seront tirés au sort et qui vérifieront que la liberté est respectée et que le programme est réalisé. Donc, pour les militaires et pour les gendarmes, si vous intervenez un jour, eh bien, nous, on est là et on est prêts à pouvoir redonner le pouvoir au peuple. Il suffit d'aller sur notre site conseilnational.fr, vous avez le programme qui est expliqué et détaillé. Et on n'est pas une secte, on n'a pas de gourou, on est un groupe de personnes, on est un collectif. Il y a un conseil qu'on appelle le comité d'installation qui s'occupe de mettre en place toutes les structures et qui travaille fortement actuellement pour finaliser donc la constitution de ce programme qui est déjà pratiquement terminé. Et à partir de là, on est un groupe de citoyens qui travaillent ensemble par, je dirais, l'intelligence collective, ce qu'on appelle le cerveau collectif. Donc, Philippe, si tu peux peut-être parler un peu plus des structures. Je voudrais juste redire, il y a une autre question qu'on nous pose souvent. Oui, moi, si je vote pas pour vous, est-ce que le CNT va venir quand même au pouvoir? Est-ce que si le peuple n'a pas envie de voter pour vous, est-ce que le CNT a fonctionné, tout simplement? Alors la réponse, c'est le CNT, c'est un outil. C'est un outil. Donc on ne demande pas au peuple, à qui que ce soit, de voter pour un outil. L'outil sera mis en place par les corps constitués, avec l'aide des corps constitués et par ceux qui l'ont créé, cet outil, qui l'ont transformé en objet de gouvernance. Bien évidemment, il n'y aura pas d'élection à ce niveau-là. Il n'y aura pas. Donc, par contre, on va proposer une solution immédiate de changement de tout et on va changer tous les systèmes on va remplacer le vote par l'élection ou l'inverse, ça dépend des cas. On va se passer des politiciens professionnels, on l'a déjà dit, mais on le redit. Donc évidemment, on n'est pas bien vu. C'est pour ça qu'on parle peu de nous et qu'il nous arrive parfois des mésaventures. Mais on va se passer des politiciens professionnels. On va se passer éventuellement
enfin même plus qu'éventuellement en demandant une simple allégeance à ceux qui vont travailler pour le bien commun, on va leur demander une simple allégeance, c'est-à-dire d'allégeance au peuple français et pas d'autres allégeances. Et surtout, Notamment, Philippe, excuse-moi de oui, te couper 2 secondes, surtout que la première étape du programme du CNT, ça va être un audit complet du pays qui va faire ressortir toutes les tricheries, toutes les magouilles et tous les détournements de fonds. Alors, c'est normal qu'on ne nous aime pas. oui, 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 oui. Donc les politiciens, quand ils voient ça, évidemment, ils se tapent sur le ventre en disant ah, ça n'arrivera jamais. Si, si, ça va arriver, il suffit de le penser correctement. Et que les gens, tout simplement, en prennent conscience. Donc, dès que l'information est répartie, les gens sont pas idiots, hein, ils voient que c'est bien foutu, que ça marche dans leur intérêt et que ça va bien le faire. Mais pour revenir à la question, est-ce que si je vote pas pour vous, machin, si j'ai pas envie de voir arriver le CNT, mais le CNT n'est pas un parti politique. Le CNT, encore une fois, c'est un outil. Donc, ne nous trompons pas. Si on continue de raisonner avec les schémas du passé, enfin du passé, d'un présent bien réel, évidemment, hein, et qui nous renvoie au passé, effectivement, on aura un temps d'adaptation. Il faut bien comprendre que là, on n'est plus dans la même logique qu'une république. On n'est plus dans voilà où il faut passer par des représentants. On arrête ça et on fait en sorte que ce soit directement le peuple. Alors tout à l'heure, Bruno a parlé de la Cour suprême du peuple souverain qui est garante effectivement que le programme soit bien suivi, que si jamais il n'est pas suivi, ben, il faut le corriger, ou bien si jamais il est suivi mais que ça ne va pas, il faut le corriger aussi. Ça peut arriver également. Hein. Donc voilà, c'est toujours le peuple qui va, en dernier ressort, être capable de corriger les choses. Et c'est pas tout le peuple, évidemment. On va pas faire ça dans le cadre d'un référendum national à chaque fois. On va faire une émanation. On aura affaire à des émanants du peuple qui seront effectivement tirés au hasard parmi des personnes volontaires, évidemment. Hein. Donc voilà, donc c'est ça qui va se passer. Et c'est ça qui change toute la donne. Et le système gouvernemental, lui, il va être composé de commissions, un petit peu à la façon des systèmes ministériels. De ce côté-là, on n'a pas réinventé la poudre, mais ce sont ces commissions qui, elles, auront la particularité d'être tripartites, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire qu'il y aura dans ces commissions des gens savants dans le sujet en question, hein, que ce soit l'économie, la finance, le droit, etc. Et puis, il y aura une partie de gens que nous désignons comme des sages, c'est-à-dire des anciens, un peu comme moi et Bruno, si vous voulez. Et puis, il y aura une partie de gens qui seront tirés au sort également dans la société civile et dans un panier de personnes volontaires. Voilà comment les choses avancent. Et nous avons fait des tests dans ce sens-là, et ce sont des tests qui sont probants. C'est-à-dire qu'on a réussi à faire la preuve qu'on n'a pas besoin de politiciens professionnels pour se débrouiller très bien entre nous. Voilà. Donc ça, c'est véritablement une évolution. C'est pas une révolution, c'est une évolution dans la façon d'être, dans la façon de parler, dans la façon de penser, pardon. Et tout ça s'appuie sur effectivement un document qui s'appelle la démosophie, qui a été écrit par Éric Ferry, alors qui est un peu la somme de tout ce qu'il a lu lui-même. On n'est jamais que la somme de la culture qu'on a ingurgité des autres. Hein, c'est tout à son honneur. Et donc il en a fait une compilation en racontant l'histoire de l'humanité, en commençant par là, en racontant l'histoire de cette révolution française qui nous a menés au monde moderne où nous sommes aujourd'hui, et surtout en nous racontant l'histoire de tout ce qui se passe que nous ne voyons pas forcément, et de tout ce qu'il a pu lire en lui, et dont il nous a fait profiter pendant toutes ces années, en tout cas ces dernières années. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui est le socle philosophique, si vous voulez. Hein. Donc on est en train de changer de paradigme, il ne s'agit pas de faire ça sur une jambe, il faut avoir derrière un background, comme on dit poliment. Un background, c'est-à-dire une arrière-salle, si vous voulez, où il y a tout un système qui nous permet de créer tout simplement du concept et de créer des choses qui nous permettent d'avancer. Voilà. Alors c'est un petit peu abstrait ce que je dis, mais par contre, quand je parle des commissions, c'est très concret. La mise en place des commissions, c'est très concret. La mise en place d'un gouvernement qui disposera de tous les pouvoirs, c'est très concret. Très concret. Pourquoi est-ce que le gouvernement dispose de tous les pouvoirs? Parce qu'on a besoin de beaucoup d'efficacité pendant 2 ans. Je rappelle que cette transition va durer 2 ans. Donc, on a besoin d'efficacité. Cette efficacité sera au rendez-vous dès lors que le programme a été bien ficelé auparavant, et c'est le cas. Voilà. Et dès lors qu'il est contrôlé par une entité supérieure qui est une entité de peuple, du peuple, tiré du peuple, et non pas des spécialistes ou d'autres politiciens. Donc ça, c'est ce qui change tout. On change tout dans l'organisation à venir. Hein, voilà. Donc de tout ça, nous avons rêvé, bien sûr, nous y avons travaillé, nous avons avancé. Nous avons des personnes qui sont d'une qualité exceptionnelle, aussi bien dans les domaines de la biologie, qui sont particulièrement en pointe en ce moment dans l'actualité, que dans les domaines de l'enseignement, la politique, mais justement, qui ont compris qu'il fallait faire de la politique autrement, et qu'il n'était plus question de se présenter à des élections, mais qu'il était question, au contraire, d'accepter que le peuple gouverne par lui-même. Alors effectivement, il y aura des personnes qui devront être volontaires,
volontaire, je l'ai déjà dit, hein. Aujourd'hui, plus personne ne s'intéresse à la politique. Il y a beaucoup de gens qui ne vont même plus voter, hein, je pense pouvoir dire que j'en fais partie, parce que ça ne les intéresse plus, parce qu'il n'y a plus d'attrait, les dés sont jetés, les choses sont prévues d'avance, en quelque sorte. Si demain, ce sont les Français qui reprennent leur destin en main, hein, leur souveraineté, c'est comme ça qu'on dit, eh bien, à ce moment-là, je peux vous assurer qu'il y aura des vocations, mais des vraies vocations. C'est-à-dire, vous, moi, tout le monde va aller parler de la manière dont on a envie que la France soit gouvernée, en dehors des Chinois, en dehors des Américains, en dehors de l'Europe qui nous casse les pieds aussi, qu'on n'a jamais élu personne en Europe, etc., etc. Il faut que nous, peuple, nous sachions dire au reste du monde que nous voulons nous gérer en souverain nous-mêmes. Voilà, je crois Alors que c'est ça. Philippe, il y a une question qui revient souvent, qu'on nous pose souvent, donc je vais te la poser. Qu'est-ce qui va se passer à la fin de la transition au bout de ces fameux 2 ans? Alors ça, c'est exactement le mystère dans lequel nous ne sommes pas, hein. C'est-à-dire que nous avons prévu des ingrédients, nous allons faire la soupe, et puis à la sortie, on verra bien ce qui doit en sortir. Alors, ce qui peut en sortir, c'est quoi? C'est tout simplement de dire, c'est génial, on a retrouvé une liberté, tous les jours c'est le 14 juillet, c'est merveilleux, c'est Noël, c'est tout ce qu'on veut. Bon, je rappelle que quand je dis c'est Noël, c'est une boutade pour dire quoi? Pour dire que nous avons prévu le revenu universel inconditionnel. Tous les mots ont une importance dans cette phrase. L'universel, ça veut dire pour tout le monde. Inconditionnel, ça veut dire sans condition. C'est-à-dire que si vous êtes titulaire d'un autre revenu, vous aurez quand même ce revenu en plus. Voilà. Donc ça génère souvent des discussions, effectivement. Mais si ça fonctionne, et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, puisque les calculs ont été faits, puisque la répartition des masses monétaires du public vers le privé, tout ça, ça a été prévu, ça a été vu, on n'a pas de souci du financement de ce genre de projet. En revanche, il faut effectivement qu'à un moment donné, au bout de 2 ans, on se fixe une butée. Sinon, on part dans la modification permanente, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, à un moment donné, il faut stabiliser le bateau, il faut stabiliser la barque. Donc, premièrement, avoir une constitution. Pendant ce temps-là, on aura une constitution. Le peuple se sera voté pour lui-même sa constitution. Et puis, on aura établi un certain nombre de nouvelles règles. On aura informé les gens via des canaux de télévision ou de presse, ou de médias mainstream tels qu'on les appelle aujourd'hui, mais dont un au moins, sinon 2, seront dédiés à la vraie vérité d'État, en l'occurrence. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'abonner pour essayer de comprendre tout ce qui est arrivé en si peu de temps, parce que ça va se passer en peu de temps. Donc voilà, il y aura l'information, il y aura la répartition de l'argent, il y aura la garantie financière que, quoi qu'il advienne, tous les mois, vous touchez une somme, et en tant que tel, ça vous permet de penser à votre avenir, tout simplement. C'est de ça qu'il s'agit. Comment vivre ensemble. Et il y aura plus d'ego, on espère, en tout cas, on va tout faire pour. Dans le cadre de la démosophie, les gens ne travailleront pas pour eux-mêmes, pour leur ambition, pour avoir une place au soleil, comme j'ai dit souvent et que je redis aujourd'hui. Eh bien, il n'y a pas de place à prendre, mais voilà, mais il y a beaucoup de place. Il y a de la place pour tout le monde. Alors, pour répondre à la question précisément de Bruno, il sera fait évidemment un point à l'issue des 2 ans sur l'avancement des travaux, la vitesse à laquelle les audits, notamment, auront été faits. Je pense que c'est une question de moyens, mais on a tout à fait la possibilité de faire en sorte que ces audits se passent dans 1 an et demi. Et puis, il y aura un dimensionnement à voir, savoir si le programme a été traité. Si ça n'est pas le cas, soit on prolonge, mais on n'aimerait pas prolonger. On souhaite pas prolonger parce qu'on a plein de solutions techniques, notamment en matière d'énergie, qui sont aussi des sujets qui taquinent non plus les politiciens directement, en tout cas, mais les lobbies. Pareil pour la pharmacie, pareil pour les soins, qui sont des postes de dépenses énormes aujourd'hui dans l'Occident et en particulier en France, et que nous allons bouleverser évidemment en fonction de données qui existent, mais que nous n'avons pas forcément discuté tous les soirs dans les Zooms comme ce soir, dans les directs comme ce soir. Donc voilà. Donc, au bout des 2 ans, il y aura un point qui sera fait et les Français choisiront. Alors, quel genre d'administration souhaitez-vous? Est-ce que c'est une administration plutôt comme ceci, plutôt bleu clair, plutôt bleu turquoise, ou plutôt rouge, ou plutôt jaune? Je raisonne par couleur. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie d'enfermer les choix entre république, tyrannie, royauté. Circuler, il n'y a rien à voir. Or, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça va se passer. Il y a tellement d'autres solutions pour aménager une démocratie qui existe qu'il va falloir les mettre en œuvre une bonne fois pour toutes. Il va falloir sortir de ces schémas classiques. Il va falloir sortir de l'idée que la République, c'est l'horizon indépassable de la démocratie, qu'on nous a inculqué depuis
et qu'on on ne perd pas un moment, une seconde pour réaffirmer la République. La République, c'est bien pour la République. Quelle République? Elle sert qui, cette République? Elle ne sert que ceux qui l'ont mise en place et qui la maintiennent. Elle ne sert pas les gens qui sont dessous. Nous, on n'est plus servis par la République. Enfin, c'est le sentiment qu'on a, en tout cas. Et quand on défile dans la rue, la République, elle nous tape dessus. Donc, elle sert qui, cette République? Elle ne sert plus nous. Donc, il va falloir que cette démocratie, elle s'exprime autrement, avec d'autres mots. Alors, ça va changer les habitudes, bien évidemment, mais il faudra trouver les mots. Alors, on fait appel aux poètes, on lance un concours pour trouver un nom pour le futur gouvernement dans lequel il y aura effectivement des répartitions d'autorité. Il y aura probablement le fait qu'un gouvernement n'aura plus tous les pouvoirs parce que ça sera plus nécessaire au bout de 2 ans. Tout ça va être réaménagé. Il y aura la Constitution qui va sortir. Donc, c'est le peuple français qui va décider, qui va répondre à la question que Bruno vient de poser. C'est le peuple français qui va répondre. Voilà, au travers, bien évidemment, des questions posées soit par la Cour suprême du peuple souverain, soit dans un cas aussi important que celui de la question qui a été posée, c'est-à-dire quelle est notre future gouvernance, comment la veut-on? Eh bien, ça, c'est tout simplement un référendum public, hein, pour tous les votants, pour tous les citoyens. Et là, je pense que si on avance avec un référendum sur le choix de ce qu'on veut comme gouvernance au bout de 2 ans de transition, eh bien là, on aura un choix véritablement fait par le peuple. Hein. On aura peut-être 2-3 solutions, 2-3 possibilités politiques, car on fait quand même un peu tout de même de la politique dans le vivre ensemble, même si nous ne sommes pas des politiciens, puisque nous sommes des émanants du peuple. Voilà. Donc, c'est ça qui va tout changer. Voilà, donc la réponse, je ne sais pas si j'ai été clair, mais il y aura des choix qui vont être faits par le peuple français, bien évidemment, à la fin de la période de transition. C'est à la fois un mélange de philosophie, parce qu'il en faut, et d'actions totalement concrètes et de programmes qui ont été mûrement pensés, réfléchis depuis un bon moment. Donc, le CNT, c'est une structure qui tient la route, qui est solide et qui est qui est là, qui est disponible, prête à être utilisée et à fonctionner d'une manière efficace pour redonner le pouvoir au peuple. Voilà, tout à fait. Et elle est légitime, hein, on le répétera jamais assez, et elle est légitime dès maintenant, puisque nous sommes sur un système de gouvernance qui, lui, est illégal et est tenu par des usurpateurs. Malheureusement, ce sont les mots. Les mots ont un sens. Quelquefois, on est choqué par les mots, comme par exemple quand on parle de crimes contre l'humanité concernant certaines choses, notamment l'obligation vaccinale, notamment un certain nombre de choses. Alors, rappelons que le crime contre l'humanité, d'abord, il y a le mot crime, hein, ça fait un peu gore, un peu sanglant, hein, ça peut faire peur. Ça rappelle également les heures noires de la fin des années 40, 40-45, où on a vu effectivement des chambres à gaz, Auschwitz, qui ont justement mené à cette notion de crime contre l'humanité, avec les procès de Nuremberg notamment. Mais dans la législation française, dans le code pénal, le crime contre l'humanité, il dérive il a d'autres branches que ça. Et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, elles sont peu connues. Et c'est de ça qu'on parle. Et là, c'est du crime contre l'humanité, privation de liberté, torture mentale notamment. Enfin, il y a différentes rubriques. Je vous invite tous les uns les autres à aller chercher ces courriers qui sont sur notre site conseilnational.fr/membre/autres documents. Vous allez tomber sur des documents qui ont été effectivement faits par nous, et notamment cette mise en demeure pour toutes les personnes, on en parlait déjà en début, hein, mais je le répète, toutes les personnes qui se verraient obligées ou mises dans l'obligation par un patron, par un chef d'établissement, peu importe, de se faire vacciner pour revenir lundi, quoi, pour venir étudier, travailler, faire son métier lundi, quoi. Et ça, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec les médecins. On est en train justement de voir avec eux comment on peut avancer sur ce domaine-là. On est en train de préparer des mises en demeure dont je donnerai le détail un peu plus tard. On n'est pas là juste pour faire du vent, on n'est pas là juste pour brasser, on n'est pas là juste pour vendre de l'espoir aux gens en leur disant bah, aujourd'hui le gouvernement a changé son fusil d'épaule, il a en fait contrecarré la mesure qu'on avait envisagée pour ne pas porter le masque, ne pas se faire vacciner, etc. Donc on va quand même être obligé de porter le masque, etc. Donc nous on remonte d'un cran, on dit non, on va pas descendre dans le bas pour aller se bagarrer avec le gouvernement sur un décret qui dit blanc, qui dit noir, qui dit gris et qui change tous les jours. On va se bagarrer uniquement là au point de départ qu'on a souvent dit ce soir, c'est-à-dire la légitimité ou plutôt l'illégitimité d'un gouvernement sur laquelle on doit insister lourdement pour dire que voilà que le pouvoir est à l'abandon. En tout cas, il a été saisi par des personnes qui en font mauvais usage de notre point de vue, et on ne fait que payer les conséquences de ce qui s'est passé en 2008, où les portes se sont ouvertes pour des gens qui ne sont pas du tout orientés dans le sens de la bienveillance vis-à-vis du peuple, mais qui sont orientés
évidemment dans le sens des intérêts, même pas d'eux-mêmes, j'ai envie de dire très simplement, d'intérêts qui sont au-dessus des nuages et que nous ne voyons pas forcément, mais dont on entend parfois les échos. Voilà. Voilà. Philippe, je voulais terminer ce soir juste par quelque chose pour faire prendre conscience aux gens de ce qui se passe. Un militaire bien important et bien connu a dit il n'y a pas longtemps, quand il a démissionné, qu'il n'était pas rentré dans l'armée pour vacciner les gens. Quand on injecte dans le corps de quelqu'un, quand on met quelque chose dans le corps de quelqu'un sans sa volonté, ça s'appelle comment dans la loi française? Ça s'appelle un viol. Et un viol, c'est un crime. Et quand on le fait collectivement à toute une série de personnes, eh bien, ça s'appelle un crime contre l'humanité. Voilà ce que je voulais dire pour terminer. Un autre exemple de crime contre l'humanité, absolument. Donc, retenez cette expression, elle va resservir. Elle n'est pas galvaudée, elle n'est pas mise à toutes les sauces. Elle correspond à des choses très précises qui ne sont pas simplement les camps de la mort pendant la guerre, qui sont d'autres choses. Et c'est avec ça qu'on va gagner, notamment. Pour se libérer des mesures liberticides, il y a un outil, le Conseil national de transition. Eh bien, c'est ce que j'ai plaisir à appeler un bel exposé. Merci Philippe, merci Bruno. Prochain rendez-vous d'information, ce sera vendredi à 20h30. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Peuple de France, forces publiques, passe sanitaire et mesures Covid. Comment s'en libérer légalement? Le Conseil national de transition, c'est la voix du peuple. www.conseilnational.fr. Nous allons tout droit vers une guerre civile avec ses dangers mortels, car elle est manifestement provoquée. Une fois déclenchée, elle pourrait ne pas être contrôlée. Il faut réfléchir avant d'allumer un incendie. Or, il existe une solution légale et légitime qui préserve la paix civile. La solution, c'est le Conseil national de transition CNT, qui permet de rallier les corps constitués, notamment les forces publiques, en toute légalité et légitimité, d'installer un nouveau mode de gouvernance transitoire légitime, de mettre en œuvre le programme de transition déjà validé par une émanation du peuple, de permettre aux Français, au bout de 2 à 3 années de transition, d'écrire eux-mêmes une nouvelle constitution pour un changement complet de système. Le Conseil national de transition, CNT, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est ni un parti politique, ni une religion, ni une secte, ni une milice. Le CNT est composé de simples citoyens et est totalement indépendant. C'est un organe de droit international public qui permet à un peuple oppressé de se libérer. Donc, suite à la disparition de la Constitution depuis au moins 2008, la France est soumise à une oppression notoire par des occupants sans droit ni titre qui vont jusqu'à commettre des crimes contre l'humanité, dont un génocide. C'est pourquoi en 2015, pour la France, Éric Fiorilde a déclaré le CNT à l'ONU. Le CNT est alors devenu la seule autorité publique légitime représentant la souveraineté du peuple. Sa notoriété grandissante s'étend sur tous les canaux de diffusion d'Internet. Le Conseil national de transition, CNT, une fois installé, est la solution qui va permettre de restaurer l'état de droit, de redéfinir les bases de la société française en créant un nouveau vivre ensemble dans l'intérêt du bien commun et ce dès demain en France. Il permet au peuple de prendre enfin en main sa souveraineté pacifiquement, indépendamment de tous les professionnels de la politique politicienne et de retrouver une vie pleine, heureuse et abondante dans l'unité. Toute autre forme de prise de pouvoir serait qualifiée de coup d'État par l'ONU. Tous les Français conscients de la situation de la France et du monde sont donc bienvenus au Conseil national de transition, au CNT, pour défendre leurs droits au quotidien et pour participer au changement de paradigme. Comment installer le Conseil national de transition, CNT ? Pour cela, il faut continuer à rappeler aux Français que la Constitution a disparu et qu'ils sont victimes de fraudes antidémocratiques, scientifiques et d'agissements criminels des gouvernants illégitimes. Il faut inviter tous les Français majeurs à proposer leurs compétences pour participer ensemble à la transition politique organisée par le Conseil national de transition. Rappeler aux forces publiques leur devoir, dans l'intérêt supérieur de la nation, de sauvegarder la population et de libérer immédiatement les Français de l'oppression en mettant en place le CNT, voir notamment le document Que dit la Constitution sur www.conseilnational.fr. Enfin, demander aux Français d'en appeler aux forces publiques qui leur sont restées fidèles. Pour toute information, www.conseilnational.fr.